Guyane Première. La protection de l'environnement consiste à prendre des mesures pour limiter ou supprimer l'impact négatif des activités de l'homme sur son environnement. Au-delà de la simple conservation de la nature, il s'agit de comprendre le fonctionnement systémique, éventuellement planétaire de l'environnement, d'identifier les actions humaines qui l'endommagent au point de porter préjudice aux générations actuelles ou futures et de mettre en place les actions de correction. Cette action est donc à la fois scientifique car elle nécessite de développer nos connaissances, pour le moment limitées dans ce domaine, citoyenne puisque les décisions à prendre ont un coût pour les générations actuelles et un impact pour les générations futures, politique car les décisions à prendre sont forcément collectives et parfois planétaire. La connaissance scientifique du fonctionnement global de la planète est très récente. Ce n'est que vers la fin du 19e siècle que les théories nécessaires ont pu se constituer. Il a fallu presque un siècle de plus pour découvrir que les activités humaines avaient un impact non seulement significatif sur cet environnement, mais qu'il risquait d'être définitif. En 1972, la création simultanée du Programme des Nations Unies pour l'environnement et d'instances gouvernementales correspondantes dans les pays développés marque le point de départ de la volonté d'agir sur un plan collectif. En Guyane aussi, des actions sont régulièrement menées dans ce sens pour, d'une part, ralentir les effets sur l'environnement, d'autre part, limiter les impacts pour les générations présentes et futures. Comment? Bien, on en parle dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans les thématiques culturelles de Guyane Première. Les thématiques de Guyane Première avec Michel Plaisir. Merci de votre fidélité. Anne Saunier-François, vous êtes la présidente de l'association Mon Pays Propre. Bonjour. Bonjour, Monsieur Plaisir. Vous êtes notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment vous est venue... C'est moi qui vous remercie. Comment vous est venue cette idée de mettre sur pied cette association? Eh bien, en fait, tout a commencé en décembre 2011, l'année dernière, donc. Lorsque je me promenais au bord du canal Leroy à Kourou, j'ai rencontré un groupe d'enfants qui jouaient dans un endroit qui n'était pas particulièrement propre, on peut dire. Ils avaient quel âge environ? Moi, les enfants? Les enfants, ils avaient quel âge entre 9 et 12 ans. Et puis avec ce groupe d'enfants, on a discuté un petit peu tous ensemble. Et eux-mêmes, à la fin de notre discussion, ont suggéré qu'on pourrait nettoyer le lieu. Donc finalement, la semaine suivante, je les ai conviés à revenir, tous. J'ai invité quelques amis à venir me rejoindre et on a fait un maillot nettoyage d'1 heure à peu près, parce qu'avec les enfants, c'est pas très facile de faire plus longtemps. Et puis on leur a offert un petit rafraîchissement derrière. Et de là est partie en fait l'association. J'ai parlé de l'action sur Facebook. J'ai eu pas mal de retours positifs. J'ai ouvert un groupe de discussion sur Facebook toujours. Et puis de là, j'ai invité tous mes amis et certains se sont sentis vraiment concernés, surtout ont eu le temps aussi de rentrer dans le groupe de discussion. Et puis on a commencé à mettre en place des actions petit à petit. Et on a écrit et rédigé les statuts de l'association en février. Comment en est-on arrivé à une telle situation avec autant d'immondices à proximité des habitations? C'est vraiment une question complexe. Je pense qu'il y a plein de choses qui interagissent les unes dans les autres. Un des premiers points, ce n'est pas le seul, c'est qu'il y a une population importante à Kourou qui vient du fleuve, et pas seulement à Kourou. C'est pas, je ne cherche pas du tout à les culpabiliser, hein. Mais dans la relation que les gens du fleuve ont avec les déchets, c'est un peu particulier parce qu'initialement, ils n'avaient aucun déchet qui n'était pas biodégradable. Donc, pas besoin de se poser des questions sur comment jeter ces déchets et comment les gérer. Je pense qu'à leur arrivée dans des lieux urbains, personne ne leur a expliqué comment ça marchait et ce que pouvaient générer des déchets un peu plus dangereux ou pas, parce que le verre c'est pas un déchet dangereux, c'est juste visuellement et sanitairement c'est dangereux parce que s'il est brisé on peut se couper. Donc voilà, il y a cette partie-là déjà à prendre en considération. Et puis je pense que on reporte beaucoup de nos responsabilités civiques sur les municipalités des communes. Et on pense que jeter les choses par terre, ça donne du travail aux gens. Sauf que ramasser des ordures, c'est pas une finalité dans la vie. Et on se dit de toute façon, c'est le rôle de la mairie de ramasser les trucs par terre. Donc ne nous gênons pas, jetons les trucs par terre.
C'est bien évident que à Kourou, comme ailleurs aussi j'imagine, on manque de mobilier urbain spécifique pour jeter les ordures. Il y a aussi des notions de dégradation de l'environnement qui sont à prendre en compte, parce que quand on discute avec la mairie de Kourou par exemple, ils nous disent que tous les poubelles qui ont été installées dans les lieux publics ont été dégradées, cassées, mises à feu, etc. Donc c'est pas évident non plus pour une commune de réinvestir de l'argent chaque fois pour remplacer tout ce matériel. Je pense que si déjà on prend conscience que on a des droits et des devoirs envers la communauté, et si on ne jette pas un déchet chez soi, je vois pas pourquoi on le jette dehors. Donc on le garde avec soi si on n'a pas de poubelle à proximité, et on le met dans un lieu dédié dès qu'on peut. Est-ce que c'est pas un problème qu'il faudrait attaquer à la racine, c'est-à-dire à l'école? Absolument. Auprès des plus jeunes? Tout à fait. Pour l'instant, au sein de l'association, on a fait beaucoup d'actions de nettoyage, entre guillemets. La dernière, c'était quasiment de la dépollution, on pourrait dire. C'était vendredi 23, donc il y a 15 jours. Et les déchets étaient tellement petits et tellement avancés au niveau de leur dégradation que même les morceaux de sacs plastiques partaient en petits lambeaux. À ce niveau-là, c'est vraiment, on peut considérer que c'est de la dépollution, parce que c'est tellement là depuis longtemps que le sol en est imprégné. Il faudrait racler la terre sur 2 cm pour pouvoir nettoyer correctement. On a quand même fait du bon boulot. On s'est astreint à ramasser les gros déchets et les petits déchets. Donc la zone qu'on a nettoyée vendredi est plutôt pas mal. Bien que malheureusement, de nouveau, un peu sali par les jets de bouteilles vides depuis les voitures. Une ville propre, accueillante, agréable, débarrassée des souillures, du fait de l'homme, c'est tout l'enjeu de votre action? Oui, pas seulement. Mais je pense que c'est un gros morceau sur lequel on va pas lâcher, on va continuer à travailler. Vos objectifs sont doubles: nettoyer des bas-côtés, des trottoirs et des espaces publics, sensibiliser à la gestion des déchets. Comment comptez-vous vous y prendre pour y parvenir? Avec quels moyens, quel argent, quelle aide en hommes, quelles ressources? Eh bien, comme vous le disiez très justement juste avant, je pense qu'il faut qu'on touche les enfants dans un premier temps. Donc on prévoit d'aller les faire... Alors, dans un premier temps, l'association est donc toute jeune, on a 1 an. On a un bureau et un groupe de membres actifs qui sont là, mais on est tous, comme beaucoup de gens, très occupés et très pris dans nos vies professionnelles et personnelles. On n'a pas envie de se décourager, donc on monte les choses petit à petit, on prend notre temps. De toute façon, le changement de comportement va être très long, donc on n'est pas à 1 an près, en fait. On prévoit, il va falloir qu'on construise tous nos documents de sensibilisation. Donc on a dans l'idée de s'affilier à Graines, qui est un collectif d'associations, qui fait de la sensibilisation de l'environnement, pour essayer de récupérer des expériences, peut-être des documents aussi qui sont déjà prêts pour pouvoir les mettre à notre sauce. Et puis aller taper à la porte des écoles, des collèges, rencontrer les professeurs, faire des interventions dans les classes, s'associer aux sorties que les écoles pourraient organiser. On l'a déjà fait l'année dernière avec l'école élémentaire Savane à Kourou. On était encadrant pour l'événement et on a participé au ramassage avec les scolaires. Donc vraiment, c'est un gros morceau, la sensibilisation. Pour l'instant, on a fait essentiellement que des actions de ramassage de déchets, parce que c'est aussi très fédérateur. Quand on commence à monter un groupe comme ça, qui doit être actif, il faut que les gens puissent se rencontrer, se fédérer. Et à chaque fois qu'on a fait des actions de sensibilisation, on a été très heureux de se rendre compte que, en premier lieu, les enfants sont très sensibles et très demandeurs. À chaque fois, les enfants sont venus spontanément nous voir et nous demander s'ils pouvaient nous aider. Nettoyer des bas-côtés, des trottoirs et des espaces publics, ce sont a priori des prérogatives des municipalités. Est-ce que vous craignez pas d'empiéter sur leur plate-bande? Non, je pense pas. Je pense qu'ils sont assez contents qu'on soit là et qu'on soit moteur d'une espèce de... C'est de faire prendre conscience à la population, comme je vous le disais plus tôt, que les droits civiques, c'est pour tout le monde, quoi. On jette pas tout n'importe comment et n'importe où. Et donc il y a toute cette sensibilisation à faire là. On va certainement pas prendre le travail de la municipalité. C'est pas notre job. Peut-être c'est de
pallier à leur défaillance des municipalités, également des collectivités publiques en matière de traitement des déchets? Disons qu'il y aurait certaines choses qu'il faudrait qu'ils mettent plus en place de façon certaine. Quoi par exemple? Eh ben simplement de mettre des bennes à ordures un peu plus visibles partout. Il faudrait trouver un moyen pour arrêter les décharges sauvages. Tous les 50 mètres à Kourou, il y a un petit trou où chacun met ses petites affaires dont il veut plus. Et ça, c'est pas le fait des municipalités, c'est plutôt des personnes isolées. C'est ça que j'essaye de vous dire en fait, c'est que la population, je parle de Kourou, c'est pas, il faut pas généraliser. Enfin, si ça peut se généraliser justement. Je cherche pas à culpabiliser les gens, c'est spécifiquement à Kourou. Et puis de toute façon, dans la sensibilisation, c'est un axe qu'il faut bien prendre en considération. Il faut pas culpabiliser les gens. Il y a des moyens qu'ils n'ont pas, il y en a d'autres qu'ils ont. Les décharges sauvages, c'est globalement des moyens qu'on leur a pas donnés au départ. C'est-à-dire qu'ils savaient pas où mettre leurs déchets, donc ils ont choisi des endroits comme ça dans la ville. Ils se sont dit, bon voilà, c'est pratique pour moi, je vais mettre mes déchets là. Est-ce que c'est pas une solution de facilité au lieu d'aller à la déchetterie? Absolument. On jette ces déchets à proximité, c'est beaucoup plus rapide et plus facile. C'est plus rapide et plus facile. Bien sûr, absolument. On va pas dire que la ville de Kourou, la municipalité est toute blanche dans le manque de certaines choses. C'est pas très facile de parler de la municipalité parce que Kourou traîne des casseroles au niveau de la politique. On va parler uniquement de l'environnement. Oui, bien sûr. Ouais. La gestion des déchets depuis très très longtemps. Donc ces casseroles-là, il faut... Quelles sont-elles, ces casseroles? Eh bien justement, le fait qu'il n'y ait pas de lieu dédié est décidé par la municipalité pour déposer ses ordures. Donc il y en a un peu partout dans la ville. Ça manque de mobilier urbain pour ce contexte-là. C'est vrai que pour une ville spatiale, on pourrait s'attendre à... Quand même que ce soit autre chose. Oui, que ce soit un petit peu mieux géré. Et puis au niveau de la décharge, on est très très en retard. La municipalité a fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour mettre aux normes cette décharge municipale. Nous avons été invités en septembre à aller nous rendre compte des travaux qui ont été faits dans la décharge. C'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, notamment sur le tri sélectif aussi et sur la gestion des déchets ménagers. Mais c'est un premier pas. Moi, je ne suis pas pour qu'on tire des balles dans les pieds des gens qui travaillent à la municipalité, même s'ils ont plein de torts. Il faut aussi... là, on démarre sur une nouvelle démarche. Ça fait 1 an qu'on engage une nouvelle démarche. On essaye de sensibiliser la population. Et on allie toujours la mairie avec nous. Elle est toujours partenaire de toutes nos actions. Et on est très vigilant à ce qu'elle reste partenaire et à ce qu'elle soit engagée. C'est-à-dire qu'elle, pour l'instant... Elle nous fournit des sacs poubelles, des gants. Elle s'organise pour que les déchets puissent être ramassés alors qu'on a terminé nos actions. Donc elle vous soutient? Elle nous soutient. On ne se passera jamais de ça. Et si un jour il y a un couac, on ne se gênera pas pour le faire remonter et pour le crier bien fort. Pour l'instant, il n'est pas question de faire des scandales. Il est question de reprendre de bonnes habitudes. Et ensuite... d'associer toujours la municipalité avec nous et ensuite de lui demander d'aller plus loin dans ses actions. Alors, avez-vous effectué un benchmarking dans d'autres départements, d'autres villes de France ou d'Europe, dans un souci d'efficacité afin de transposer ces solutions en Guyane, à Kourou en particulier? Alors là, il va falloir que vous me donniez la définition de benchmarking parce que je suis coincée. Est-ce que vous vous êtes inspiré de ce qui se faisait ailleurs? Oui, c'est exact. Moi, j'ai fait mon premier séjour en Guyane. Je suis arrivée avec mes parents en 79. Jusqu'en 86, je suis repartie en métropole. J'ai pas mal vécu en métropole. Je fais beaucoup de retours en Guyane. Et depuis 2 ans, on a décidé de venir s'installer dans ce beau pays qu'est la Guyane avec mon mari. Et bien sûr, j'étais très engagée dans des associations en métropole, culturelles et aussi de protection de l'environnement. Et pendant 3 ans, j'étais responsable bénévole d'une association qui s'appelle Les Sheds en Alsace et qui organisait tous les ans un festival citoyen alternatif qui s'appelait 6 pieds sur terre avec tout un panel d'échanges et d'activités en lien avec le développement durable. Donc et puis j'ai toujours été très sensible à ça, donc effectivement je regarde beaucoup ce qui se fait en métropole. Je pense qu'on peut récupérer beaucoup d'expériences et tirer beaucoup de leçons
parce qu'en métropole et en Europe, on va dire que la protection de l'environnement, la gestion des déchets, tout ça, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs déjà depuis presque 10 ans maintenant, voire plus dans certaines régions. Donc effectivement, il y a beaucoup d'idées à prendre là-bas, et notamment le mobilier urbain, par exemple, qui est caché. Donc tout ça, ça a un coût, bien sûr, mais c'est vraiment très intéressant de constater que toutes les grosses poubelles de tri sélectif sont planquées en terre, et il n'y a plus que les petites bennes qu'on voit sortir de terre avec les couleurs qui vont bien, pour que tous les gens puissent avoir des lieux, ils savent exactement à quel endroit on peut déposer son papier, son verre, etc. Vous aviez étudié dans ce domaine ou quel a été votre cheminement En fait, scolaire? je suis graphiste, je suis artiste-auteur, j'ai ma société à Kourou. Et en fait, et bien comme j'ai vécu en Guyane quand j'étais petite et que j'avais un papa qui était très proche de la nature, il nous a appris que cette nature-là, il fallait la protéger et pas faire n'importe quoi. C'était pas du tout en lien avec les déchets, c'était plutôt en lien avec la chasse, puisque quand on est arrivé, ma mère avait une profession libérale, mon père était boucher, il a essayé d'ouvrir une boucherie à Kourou, mais il a eu des problèmes avec ses congélateurs plusieurs fois de suite, et donc du coup, il a été obligé d'abandonner, donc il a chassé. Mais il a essayé de le faire, et il a réussi à le faire de façon en harmonie avec la nature, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a commencé à savoir faire la différence entre une maman et ses petits, de nuit, avec les yeux, regarder autour ce qui se passait, une maman qui porte, ou alors un animal trop petit. Et il nous a toujours expliqué qu'il fallait faire un tri quand on chasse et pas tirer sur tout n'importe quoi, sur ce qui bouge. Donc on a été très tôt très sensibilisés à ça, et puis de tout temps, j'ai été très sensible à ça. Je trouve qu'on vit sur une planète magnifique, on est en train de la casser. Qu'est-ce que vont faire nos enfants s'il faut vraiment qu'on protège ça pour continuer à vivre en harmonie avec elles, quoi. Vous-même, vous avez des enfants, ils ont quel âge? Je n'ai pas d'enfants. Ah, vous n'avez pas d'enfants. Non. Dans un instant, on parlera de la sensibilisation à la gestion des déchets. Est-ce qu'il est, par exemple, plus difficile de sensibiliser les adultes, de leur parler justement des gestes, des réflexes à acquérir, des gestes à développer? On en parle dans un instant, ça sera juste après Eagles, Hotel California. Dans les thématiques culturelles de Guyane Première, nous parlons aujourd'hui de la protection de l'environnement avec Madame Anne Saunier François. Vous êtes la présidente de l'association Mots Pays Propre. Alors, est-ce qu'il est plus difficile de sensibiliser les adultes sur des questions justement liées à la protection de l'environnement, Madame, selon vous? Par rapport aux enfants, c'est pas. Je pense que c'est pas le même. Il faut pas avoir le même discours avec eux. Les enfants absorbent les schémas qu'ils ont en face d'eux. Ils sont très demandeurs en plus de participer à des actions. Ils se rendent bien compte plus facilement que les adultes. Les adultes n'aiment pas tellement être pris en défaut dans leurs habitudes. Donc il faut être plus. Je pense qu'il faut avec les adultes y aller plus doucement. Essayer de ne pas les culpabiliser, je me répète, mais c'est toujours ça, ne pas les pointer du doigt et essayer de, ça va être un peu démago ce que je vais dire, mais de faire en sorte que l'idée vienne d'eux. De leur faire comprendre que jeter les choses par terre, ils le font pas chez eux, pourquoi ils le font dans la rue? Quand même, c'est quand même, voilà. Et de façon plus finement psychologique, plus fin au niveau de la psychologie. Voilà. Avec plus de tactique. C'est ça. Alors l'association Mots Pays Propre est toute récente. Est-ce que vous aviez déjà travaillé dans d'autres associations spécialisées dans ce domaine, dans le domaine de l'environnement? En tant que bénévole, oui, pour les sheds et le festival 6 pieds sur terre. J'ai pas d'autres exemples à vous fournir ici, mais dans ma vie, ça a toujours été quelque chose de très présent. Oui, vous nous expliquiez tout à l'heure à quel point votre père a été un fervent défenseur de la nature. Absolument, oui. De la faune, la flore. Et puis dans la famille, on est un peu tous comme ça, quoi.
Ma mère fait aussi très attention à son environnement. Mon frère est le créateur du Kankariakou et il fait aussi très attention à ce qu'il fait dans les produits qu'il propose aux gens qui viennent passer quelques jours sur place. La gestion des déchets, la protection au sens large du terme. Voilà. Alors, comment allier la protection de l'environnement, l'économie c'est toute la question. C'est toute la question. Oui. Il y a du travail à gogo dans le domaine de la gestion des déchets en Guyane. En fait, je suis pas tout à fait sûre de mes sources, mais je pense pas trop me tromper. En Guyane, on recycle le verre qui est concassé et qui sert à faire des sous-couches pour remplacer les graviers sous le macadam sur les routes, qui fait un support assez stable. Et on recycle aussi les déchets verts. Il y a un concasseur à Cayenne qui s'occupe de faire des petits bouts avec tous les déchets verts et ensuite soit de faire du terreau. Je ne sais pas s'ils font de la biomasse avec, mais en tout cas ils font du terreau, ça c'est certain. Après, je crois que, en tout cas au niveau des déchets communs, c'est à peu près tout. Donc en fait, il y a une filière complète à monter en Guyane. Il faudrait qu'il y ait des porteurs de projets pour ça. Et je pense qu'il y a vraiment la possibilité de créer une économie à partir de ça, sur place. Et d'arrêter de renvoyer des déchets de base, comme le plastique par exemple. Ça, ce serait vraiment... Je pense que le prochain gros challenge pour le département, c'est de pouvoir gérer son plastique en interne. En plus... on a la chance d'avoir de l'eau en bouteille là, très récente qui est arrivée sur le marché, ou peut-être pas encore, mais ça ne saurait tarder. Je pense que ça va de pair. On crée une usine d'embouteillage d'eau, de l'eau locale, donc on lui fait pas faire des kilomètres, on a un bilan carbone qui est très bon. Donc continuons sur cette lancée avec un bon bilan carbone, développons des activités économiques qui seront viables de toute façon, traiter ce genre de déchets, le plastique, le carton, le papier. Je ne sais pas de quelle façon non plus le carton et le papier est vraiment recyclé ici localement. Je ne crois pas que ce soit vraiment terrible. À ce sujet, comptez-vous sensibiliser les épiciers, les commerçants, pour que ceux-ci mettent en évidence à la portée des clients des poubelles, mais surtout cessent de distribuer des sachets systématiquement à leurs clients, souvent pour un seul article, sachant que ça met des dizaines d'années pour se détruire. Oui, absolument. Ça, c'est un chantier qui aurait dû être mis en place déjà depuis quelques années. Il faut arrêter les sacs plastiques à gogo. Pour une canette, par exemple, un sac plastique. Pour une canette, c'est pas nécessaire. Et puis même quand on a tous maintenant, on va tous forcément dans des grandes surfaces un petit peu, on a tous des sacs réutilisables dans nos voitures. Il suffit de pas les oublier ou alors de se faire une mini punition quand on les oublie, on en rachète un. Et on arrête d'utiliser, de distribuer. Notamment, je pense que le pire, à Kourou en tout cas, c'est le marché. Bon, je pense que depuis 2 ans, ça s'est calmé un petit peu, mais ça reste toujours désespérant de voir la fin du marché. Il y a les sacs plastiques qui volent dans tous les sens. Je sais qu'il y a pas mal de gens, dans mon entourage en tout cas, qui refusent régulièrement les sacs plastiques qu'on leur propose. Pour un chou, par exemple, on a tous des sacs réutilisables. Le chou, il peut se peser à la pièce, on le met dans notre sac. Et pour les oranges, en fait, il reste bien que les produits un peu petits et qu'on doit peser tous ensemble, qui peuvent intégrer des sacs plastiques, mais on doit pouvoir faire des efforts là-dessus. Et alors, après, pourquoi pas distribuer, plutôt que distribuer des sacs en plastique, distribuer des sacs en papier, qui seront sur un papier recyclé, avec pas d'encre nocive, et donc on pourra mettre au fond du jardin dans le compost, pour qu'ils puissent devenir du terreau. Est-ce qu'on pourrait pas intervenir en amont également, faire en sorte que les pollueurs soient les payeurs, obliger les importateurs peut-être à diminuer le nombre d'emballages qui seraient tout ce qui est superflu, superficiel. Ça pourrait s'appliquer dans tous les pays du monde. Absolument. Je suis allée une fois. On importe beaucoup en Guyane. On importe beaucoup. J'habitais pendant 15 ans en Alsace et je suis allée une fois en Suisse et j'ai eu l'occasion d'aller dans un supermarché faire des courses. En Suisse, les habitants payent leurs déchets ménagers au kilo. Donc ils ont tout intérêt à ce que leurs poubelles soient les plus légères possibles. Et en fait, ils ont trouvé une parade. Ils laissent tous les déchets d'emballage qu'ils ont à la sortie des caisses, ils les laissent dans les supermarchés, parce que les supermarchés payent aussi leurs déchets au kilo. Du coup, les supermarchés se retrouvent dans une situation financière un peu délicate, et ils ont les moyens économiques et en volume de faire pression sur les industriels.
Et du coup, on se retrouve en Suisse avec, par exemple, des yaourts qui, au lieu d'être emballés avec du carton, sont emballés avec des petits liens en plastique qui sont tout petits et qui donc ne pèsent rien dans les poubelles. Le carton, c'est pas forcément mieux que le plastique, mais en tout cas, il y a un effort de fait à ce sujet. Donc c'est vrai, on peut faire pression sur les industriels pour qu'ils nous proposent des emballages moins importants. Plus légers, qui prennent moins de place. Exactement. Alors, vous avez déjà mené un certain nombre d'actions, notamment le Mayouri Propreté. Ma ville n'est pas une poubelle à Kourou. Le constat, c'était que les gens balançaient partout canettes, bières, sachets et plastique, c'est ça? Absolument. On a fini de boire un jus dans sa voiture, et pas tout le monde bien sûr, mais certains ne se gênent pas pour jeter la canette par la fenêtre quand elle est vide. En dépit du danger que ça peut générer sur les routes, parce que aussi peut être des bouteilles en verre. Donc quand il y a un cycliste derrière ou même un scooter, c'est quand même pas super génial. Et puis il y a aussi des petits déchets auxquels on ne pense pas forcément, qui sont les mégots de cigarettes, qui mettent 4 ans à se dégrader. Et donc c'est quand même pas terrible. Moi j'ai arrêté, je suis fumeuse. Et vous fumez encore aujourd'hui? Oui, je fume encore aujourd'hui. Ouais. Un jour j'arrêterai peut-être. Combien de paquets par jour? Il faut vraiment dire beaucoup trop. Beaucoup trop. Il faudrait que je réduise ça. Ma voix n'en est pas la, comment je peux dire ça, la référence. En fait, j'ai la voix cassée parce que j'ai rythmé une équipe de Pyrox le week-end dernier à Ramdilo. Donc j'ai passé 2 jours à beaucoup crier, j'ai la voix un peu rauque. Bon, toujours est-il que depuis... En tout cas, vous faites attention, à vos mégots. Depuis au moins 6 ans, j'ai arrêté complètement de jeter mes mégots par terre, dans n'importe quel endroit. Quand je suis dans ma voiture, j'enlève le feu. Si je peux donner un petit conseil à tous les fumeurs, vous enlevez le feu sur votre mégot et vous enlevez aussi le petit papier qui est juste avant le mégot et vous le mettez dans votre sonnerie dans votre voiture, ça ne sent pas. Le fait d'enlever le petit papier qui est juste devant le mégot enlève les odeurs. J'étais vraiment étonnée parce que dans mon bureau je ne fume pas, je sors pour fumer donc dehors. Et quand je rentre avec mon mégot pour pas le laisser dehors. Je n'ai aucune odeur de cigarette froide dans mon bureau. Voilà, petit aparté. Alors, vous avez choisi de limiter cette initiative à l'avenue de Paria-Cabot, au rond-point Jean Galmo. C'est ça. Pourquoi avoir choisi ces artères-là et pas l'ensemble de la ville ou d'autres rues, d'autres avenues? L'ensemble de la ville, c'est un chantier de longue haleine à porter. C'est pas impossible, mais ça prendra du temps. Je pense qu'on pourra... Là, on a fait ça en 15 jours. Donc, c'était un peu court et c'est pour ça d'ailleurs que on n'a pas eu beaucoup d'enfants avec nous parce que les délais de mise en place des événements dans les collèges et les écoles élémentaires étaient trop courts pour les professeurs et les instituteurs. On a choisi cet endroit parce qu'en fait, l'idée au début, c'est que, l'avenue Paria-Cabot, à cet endroit-là, c'est l'entrée de Kourou. Il y a la fête de Kourou, le week-end qui arrive. C'est les temps forts. Le samedi, dimanche, c'est la fête de Kourou. Qu'est-ce qu'on a envie de montrer, nous, Kouroussiens de notre ville, aux gens qui vont venir? Un endroit dégueulasse, plein de déchets partout? Ou alors une ville qui a du cachet, qui sait gérer ses déchets? Donc on a décidé que cet endroit nous semblait approprié pour toucher les Kouroussiens et aussi les gens qui pourraient venir à Kourou, qui n'ont pas forcément remarqué parce que c'est des petites actions. Et puis on s'habitue très vite à avoir des déchets partout, donc on n'a pas forcément remarqué que c'était propre, mais je pense que pour la ville de Kourou et ses habitants, c'est important aussi l'image que peuvent avoir les gens de l'extérieur qui viennent en ville. On sait qu'à Kourou, la population est très diversifiée, disparate. Est-ce que cela ne rend pas encore plus complexe ce souci, cette problématique, la protection des déchets, la protection de l'environnement, la gestion des déchets? Je ne crois pas que ce soit la disparité des cultures qui soit un problème. Par contre, je pense que comme il y a énormément de cultures différentes, il y a plein de réseaux. Et comme je travaille dans la communication, depuis 2 ans, je me pose la question suivante, c'est comment on fait pour communiquer à Kourou? Il se passe plein de choses. Et en fait, les réseaux entre eux, il n'y a pas de passerelle, il y a très peu de passerelles. Donc en fait, l'information tourne très bien dans un réseau, mais passe très mal dans d'autres réseaux. Donc je pensais au départ que Facebook pouvait être un bon moyen pour toucher toutes les communautés, mais c'est une pratique l'Internet aussi, et elle n'est pas forcément présente dans toutes les cultures. Donc pour l'instant, j'ai pas résolu le problème. Je sais pas trop comment faire. J'en appelle d'ailleurs, puisque vous me donnez cette opportunité, à toutes les cultures
représentées à Kourou, toutes sans exception. Venez nous voir. C'est un objectif qu'on a dans l'association depuis toujours, c'est qu'on voudrait fédérer toutes les cultures de Kourou pour que les messages puissent passer dans tous les réseaux et qu'on puisse de nouveau prendre de bonnes habitudes. Et ensuite, pouvoir dire à la mairie, maintenant c'est bon, on est des grands, on sait qu'on va pas jeter nos affaires par terre, qui nous dérangent. Donc maintenant, donnez-nous les moyens de le faire correctement et gérer ça avec nous. Vous avez fait appel à toute la population kouroussienne. Alors comment les gens ont réagi? L'enthousiasme a-t-il été palpable? On en parle dans un instant après Fine Young Cannibals. Les thématiques de Guyane Première avec Michel Plaisir. Anne Saunier-François, vous êtes notre invitée, vous êtes la présidente de l'association de Mots Pays Propre. Alors pour cette opération, cette dernière opération que vous avez menée, Ville Propre, Kourou, Ville Propre, l'enthousiasme de la population était-il palpable? Alors il était palpable pendant l'action. Pour cette action, c'est la première fois qu'on avait, excusez-moi, un plan média aussi important. On a pas mal communiqué sur l'action en amont, une dizaine de jours avant, et puis on a eu des interventions radio plusieurs fois. On a pas mal communiqué sur Facebook, on a mis des affiches en ville, etc. Donc, on avait vraiment mis les petits plats dans les grands, on pense, pour que la population puisse se joindre à nous. Physiquement, elle n'était pas là. C'est-à-dire qu'on a commencé l'action avec uniquement les membres de l'association. On était une bonne vingtaine d'adultes. Et donc, c'est vrai que les 10 premières minutes de l'action, j'étais un peu dépitée, un peu sur ma faim, quoi. Je me disais, mais flûte alors, pourquoi personne n'est venu? Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on a commencé à faire notre action, à ramasser les petits déchets. J'ai réfléchi un peu dans mon coin, et puis finalement, on a déjà des jeunes gens qui sont venus nous aider spontanément. Une grosse dizaine d'enfants qui sont venus, puisqu'on était à la sortie du collège, à la sortie des écoles, les enfants sont passés devant nous, ils nous ont vu faire. Il y a une dizaine d'enfants qui spontanément nous ont demandé s'ils pouvaient nous aider. Donc ça, c'est génial. Et ensuite, finalement, quand je vais lever la tête de mon sol à regarder où étaient mes petits déchets, j'ai vu qu'il y avait énormément de circulation, énormément de passages. Et j'ai vu dans les regards des gens, en fait, qu'ils étaient sensibles à ce qu'on était en train de faire. J'ai vu des sourires. J'ai vu les gens discuter entre eux. J'ai vu les enfants. Aucun enfant ne nous a taquinés, on va dire. Ils ont tous regardé ce qu'on était en train de faire. Et ils nous ont tous demandé, mais qu'est-ce que vous faites? Donc on a discuté un peu avec eux. Et ensuite, on a des gens aussi qui... ce qu'il faut dire, c'était que c'était un vendredi de 16h à 18h. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent. On a choisi cet horaire parce que au niveau ensoleillement, c'était moins chaud et moins difficile de le faire. Et puis parce qu'après aussi, le week-end arrivant, il y avait énormément d'activités prévues pour tout le week-end. Aussi bien la fête de Kourou que Ramdilo à Sinamari, une épreuve de pirogue. L'horaire était pas terrible pour avoir du monde, mais on pensait quand même en avoir un peu. Donc quelques amis nous ont rejoints. Il ne faut pas quand même dire qu'on a eu personne, mais quelques amis nous ont rejoints. Mais on s'avait tablé sur 100 et finalement on était 33. Mais l'événement reste absolument un succès. Il y a un journaliste de France Guyane qui était avec nous. Il a passé les 2 heures avec nous, il nous a aidés. Il y a plein de gens qui nous ont transmis des messages de soutien, qui nous ont dit c'est génial, continuez, c'est super ce que vous faites, on est avec vous, ne lâchez rien. Donc en fait finalement, même si on n'a pas eu de soutien physique de la part de la population kouroussienne, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent cette action et qui sont très contents qu'on l'ait menée. Très bien. Il faut dire également que vous avez mené d'autres actions depuis la création de l'association. On va en citer quelques-unes. On s'occupe du canal Le Roi, action fondatrice de l'association. On ratisse la plage du Pim, c'est ça? Du Pim-Poum. Pim-Poum, on balaye la pointe des Roches, on s'occupe du village Saramaka, Savane Océane, une opération que vous avez réalisée avec le collège Omeba Tobo. Et l'école élémentaire Savane qui était porteur de l'événement. Ouais. Nettoyage organisateur, c'était le 24 mars 2012. Mayuri Nobel, 31 mars 2012. Également, on peut citer les fêtes de Bayonne déconcentrées à Kourou. Alors, quel est le lien avec l'environnement, la fête de Bayonne? Alors, les 2 dernières actions...
Avant l'action de le meilleur nettoyage, le dernier qu'on a fait le 23 novembre, les 2 dernières actions étaient des actions un peu parallèles à l'association, justement. D'accord. Pour mettre un peu des finances dans les caisses de l'association, parce que pour l'instant, nous fonctionnons uniquement sur les adhésions des membres. Qui dit membre ne dit pas forcément d'être hyperactif. Hein. Être membre de l'association, c'est apporter un soutien moral et financier un peu. L'adhésion pour un an coûte 20 €. Et puis on a des petits modules par famille et tout. Alors comment devenir membre? Est-ce que vous avez un site internet, un numéro de téléphone à communiquer, une adresse mail? Oui, absolument. Le numéro de téléphone pour joindre l'association Mots Pays Propre, c'est le mien pour l'instant. Le numéro de la présidente, 06 94 21 45 81. Nous avons une adresse email qui est motpaysprop, MOPEYIPROP @gmail.com. Un groupe Facebook. Nous avons aussi un site, mais pour l'instant il n'est pas à jour et il n'a pas un nom de domaine tout à fait pertinent, donc je préfère qu'on reste concentré sur Facebook pour ceux qui en ont les moyens. Sinon, n'hésitez pas à nous faire des mails pour vous mettre en contact avec nous. Anne Saunier-François, merci d'avoir été notre invitée. Merci d'être venu nous parler de votre association. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Dans un instant, un point sur l'actualité avec France Info. Merci à Stéphane Golitin pour la réalisation de cette émission. À suivre Kelly et Franck pour 2 heures de divertissement. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement sur l'antenne de Guyane Première. Excellent après-midi. Les thématiques de Guyane Première avec Michel Plaisir. Guyane Première à Saint-Georges, 94 FM.